C'est toujours un réel plaisir pour moi, mesdames et messieurs, d'être parmi vous dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, le prix du carburant à la pompe a connu une baisse en ce mois de juillet, conformément à ce qui avait été annoncé le mois dernier. Le litre d'essence et de gasoil a diminué de 200 arrières. Selon les nouveaux tarifs affichés, le litre du pétrole lampant, quant à lui, a connu une baisse de 50 arrières. Les détails avec Antoniana Martina, Sech Andjanab sur les images de Yves Chanel. Dans la nuit de lundi à mardi, les prix des carburants ont une nouvelle fois été révisés pour toutes les stations-service de l'île. Comme constaté, tous les prix à la pompe ont baissé. Cette baisse est de 200 arrières pour le litre d'essence et de gasoil. Ainsi, le litre d'essence coûte désormais 5 320 arrières contre 5 520 arrières au mois de juin. Quant au gasoil, son prix est passé de 5 100 arrières à 4 900 arrières. Par ailleurs, alors que le prix du pétrole lampant avait connu une hausse continue ces derniers mois, il a également diminué sur le marché intérieur ce mois de juillet. En effet, son prix est passé de 3 430 arrières en juin à 3 380 arrières en juillet, soit une baisse de 50 arrières. Cette évolution des prix s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme d'ajustement automatique des prix adopté par Madagascar depuis le 18 janvier 2025. Ainsi, le prix des carburants peut être révisé chaque début de mois en fonction du cours international du pétrole et du taux de change. Mais des perturbations dans l'approvisionnement en carburant ont été observées dans plusieurs stations-service. Parmi les raisons avancées figure notamment la hausse du taux de consommation, même si le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures a réaffirmé la semaine dernière que les réserves de carburant à Madagascar sont suffisantes pour couvrir les besoins de la population. Les circuits d'approvisionnement des stations-service doivent être renforcés selon le ministre de tutelle. Toujours un reportage de Antoniana Martina et de Sech Andjanab. Depuis la semaine dernière, certaines stations-service de la capitale peinent déjà à s'approvisionner correctement. Aujourd'hui, les conducteurs et usagers des routes ont exprimé leur mécontentement face aux perturbations. Des zones comme la route nationale 1 ou encore Maïnt sur la RN4 sont notamment concernées selon nos sources. Selon le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, l'une des causes de ces perturbations est la hausse de la consommation, notamment en cette période de vacances. Toujours selon lui, c'est la chaîne d'approvisionnement depuis le dépôt pétrolier de Tuamasin vers les autres dépôts régionaux, puis jusqu'aux stations-service qui doit faire l'objet d'un suivi plus rigoureux. Il a aussi évoqué une récente réunion entre le ministère et les compagnies pétrolières portant sur les moyens de renforcer et d'accélérer le transport de carburant géré par la logistique pétrolière. Il a également tenu à rassurer la population que les réserves actuelles sont suffisantes pour répondre à la demande. On compte actuellement environ 104 millions de litres de gasoil et plus de 23 millions de litres d'essence disponibles sur tout le territoire. Et le séminaire national consacré au régime international d'indemnisation pour les dommages causés par la pollution marine aux hydrocarbures lourds s'est ouvert officiellement ce jour au siège de l'OLEP à Mbatoubé. Organisé conjointement par l'OLEP et FIPOL, cet atelier de 3 jours vise à renforcer les connaissances des participants sur les conditions à remplir pour bénéficier d'une indemnisation dans le cas d'un accident maritime entraînant un déversement de pétrole lourd dans l'environnement marin. Braz de Nilsson. Lorsqu'un navire provoque un déversement d'hydrocarbures, les dégâts peuvent être considérables tant sur les côtes que sur l'écosystème marin. C'est pourquoi il est essentiel de maîtriser les mécanismes de réponse et de réclamation d'indemnisation au niveau international. Plusieurs règles fondamentales régissent ces indemnisations. Le régime CLC 1992 ou Convention sur la responsabilité civile prévoit en premier lieu que le propriétaire du navire est directement responsable.
Les clubs P&I, Protection and Indemnity, assurent le paiement des indemnisations au nom des armateurs. Si cette couverture s'avère insuffisante ou inapplicable, le FIPOL, Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par des hydrocarbures, intervient alors en tant que deuxième niveau pour octroyer une indemnisation complémentaire aux victimes ou aux pays affectés. Pour le cas particulier de Madagascar, aucun incident de pollution marine ayant entraîné une perte d'hydrocarbures lourds n'a encore été enregistré à ce jour et aucune demande d'indemnisation n'a été formulée. Toutefois, il est primordial d'anticiper et de former les techniciens nationaux à bien évaluer les préjudices et à monter des dossiers conformes aux normes internationales. C'est dans ce but que se tient cet atelier du 1er au 3 juillet dans les locaux de l'OLEP à Mbatubé. Ils sont au total de 30 participants issus de différents ministères à suivre cette formation organisée par l'OLEP et le FIPOL, un organisme intergouvernemental placé sous l'autorité de l'Organisation maritime internationale. Dans un tout autre sujet, Fianarantsoa accueillera le tout premier Conseil des ministres de ce mois de juillet. Il s'agira du 5e Conseil des ministres délocalisé en dehors d'Antananarivo et cette édition sera axée spécifiquement sur le développement de cette région. Le président Adjradouel conduira personnellement cette séance sur place, une occasion pour lui d'inaugurer plusieurs réalisations dans le Coliseum situé sur les hauteurs de la ville, ainsi que d'autres infrastructures dans les districts environnants. Judikel Ranjanirin, Intratanjaibe. C'est à Fianarantsoa que se concentreront les efforts de développement ce mercredi. Après Tuamasan, Madzang, Tuliar et Nusibe, c'est désormais cette ville qui accueillera le Conseil des ministres délocalisé. Fianarantsoa, qui n'est pas en reste en matière de développement, comme en témoignent les différentes réalisations tant dans la ville que dans les communes avoisinantes. Les habitants de Fianarantsoa attendent avec impatience l'arrivée du président Adjradouel. Selon eux, les avancées apportées par le président y sont concrètes et ils ont hâte d'assister à l'inauguration du nouveau Coliseum prévu ce vendredi. Comme dans toutes les régions visitées par le président, une attention particulière sera portée aux ménages vulnérables. Ainsi, 17 000 foyers à travers toute la région de la Haute-Matsiach bénéficieront d'un soutien social à l'occasion de cette visite présidentielle. Et puis la commission conjointe franco-malagasy concernant les îles Éparses a tenu sa deuxième réunion hier au Quai d'Orsay à Paris. La réunion a été présidée par les ministres des Affaires étrangères des deux parties. 6 grands points définissent les détails de la feuille de route de la revendication du côté malagasy. Natera Koutmav nous fait le point. 6 points essentiels définissent la revendication de la délégation malgache concernant les îles Éparses, Nous Impel, Nous Skil, Nous Sambach et Nous Pedimek lors de la deuxième réunion de la commission mixte franco-malgache sur les îles malgaches qui s'est tenue hier au Quai d'Orsay à Paris. Dans un esprit de dialogue et de confiance mutuelle, la délégation malgache a présenté les points suivants. Suspension de toute prise de décision unilatérale concernant ces îles en attendant une solution négociée conformément à la volonté des deux chefs d'État. Poursuite des discussions pour parvenir à une solution pacifique, juste et durable, respectueuse des aspirations du peuple malgache, mise en place d'un cadre général de coopération entre Madagascar et la France, sans que cela ne remette en cause le principe fondamental de souveraineté de Madagascar sur ces îles. Établissement de mécanismes bilatéraux de suivi et de concertation, incluant l'organisation régulière de réunions selon un calendrier convenu entre les deux parties. Libre accès des pêcheurs malgaches aux zones maritimes entourant ces îles, comme le faisaient leurs ancêtres. Indemnisation des préjudices et pertes économiques subies par Madagascar pendant les nombreuses années où le pays n'a pas exercé sa souveraineté sur ces îles malgaches. Participation des chercheurs malgaches à toutes les activités de recherche menées sur les îles. Accès des chercheurs malgaches à tous les documents et résultats des recherches déjà effectuées sur ces îles. Cette réunion a été co-présidée par Jean-Noël Barrot, ministre français chargé de l'Europe et des Affaires étrangères, et Rassatarafa Vaftavk, ministre malgache des Affaires étrangères. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à respecter les principes du droit international, les valeurs de fraternité, le respect mutuel et la coopération entre les deux pays.
Cette deuxième rencontre a permis de rappeler les échanges déjà entamés lors de la première réunion en 2019 à Antananarivo, notamment la reconnaissance mutuelle de l'existence d'un différend concernant la souveraineté sur ces îles malgaches. La délégation française a noté la détermination ferme de la délégation malgache à revendiquer la restitution de la souveraineté sur ces îles qui constituent un symbole de l'identité et des droits légitimes de Madagascar, comme cela a déjà été confirmé par les Nations Unies. Pour rappel, la délégation malgache à Paris est composée de 8 experts en droit international, en droit maritime et en affaires internationales dans le cadre de cette deuxième réunion de la Commission sur les îles. Agriculture, à présent, 8,6 tonnes par hectare ont été enregistrées dans le district d'Aparafaravoul lors de la moisson de riz hybride effectuée hier dans la commune d'Ambouzanaar. C'est 2 fois supérieur à la moyenne habituelle, selon la secrétaire d'État en charge de la souveraineté alimentaire, qui a fait part de sa satisfaction. Ce résultat marque également une étape importante vers l'autosuffisance en riz, ont affirmé les paysans. Andiniana Martina, Sech Anjanab. Une ambiance festive a régné dans la commune rurale d'Ambouzanaar, où il a été constaté une nette augmentation quant à la production de riz. C'est dans cette localité qu'a été célébrée la cérémonie de Saint-Abar, la fête de la première moisson, pour le riz hybride dans le district d'Aparafaravoul, région Alochamangour. Les membres du gouvernement ont pris part à la récolte, notamment le secrétaire d'État chargé de l'autosuffisance alimentaire et la ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le 3 février dernier, à Tanambé, dans le district d'Aparafaravoul, le président de la République Anjrazouen avait remis des graines de riz hybrides et des engrais aux paysans. Ces derniers récoltent aujourd'hui le résultat de cette initiative, car, à l'issue de la moisson, il a été révélé que la production a atteint 8,6 tonnes par hectare, ce qui est presque 3 fois supérieur à la moyenne habituelle qui était jusque-là d'à peine 3 tonnes par hectare. Ce résultat constitue une fierté pour Aparafaravoul et représente un pas important vers l'autosuffisance alimentaire, a souligné le secrétaire d'État Taïnia Vrazanamaev. Elle a également annoncé que le projet présidentiel sur le riz hybride allait se poursuivre et que les préparatifs pour la prochaine campagne agricole sont déjà en cours. Durant la cérémonie, le gouvernement a également remis des équipements agricoles, notamment des décortiqueuses, afin de soutenir les paysans et réduire les pertes après les récoltes. Un repas de solidarité a été partagé, symbolisant l'unité et l'engagement collectif dans ce projet de riz hybride à Alochamangour. Aux côtés de la secrétaire d'État se trouvait le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Marie-Marceline Rassoulouarsou, des hautes autorités et des partenaires chinois, notamment des chercheurs de Hunan, descendants du professeur Wan Longping, le père du riz hybride. Toujours dans ce contexte, 800 écoles publiques à travers tout Madagascar vont mettre en œuvre la technique agricole Pfumvudza dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et le ministère de l'Éducation nationale. L'objectif est de produire localement les aliments destinés à la cantine scolaire tout en éveillant l'intérêt des élèves pour le secteur agricole. Andiniana Martina, Sech Anjanab. La méthode Pfumvudza est une technique de production agricole efficace et respectueuse de l'environnement. Elle est mise en œuvre par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage en raison de ses nombreux avantages. En effet, elle ne nécessite pas une grande surface car une parcelle de 624 m² peut déjà suffire à nourrir une famille. En plus d'être productive, cette méthode garantit une récolte de bonne qualité et saine. Elle sera désormais introduite dans les écoles publiques de l'île. Ce sont 800 établissements qui en bénéficieront dans le but principal de soutenir la production alimentaire des cantines scolaires. Ce projet est mené en collaboration entre le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et celui de l'Éducation nationale.
Les écoles seront dotées des intrants nécessaires comme les engrais et les semences. Une coopération technique est aussi mise en place pour les enseignants. Après cette phase de formation et de mise en pratique dispensée aux enseignants, le projet débutera immédiatement dans les premières écoles bénéficiaires. L'initiative vise également à intégrer l'agriculture dans les activités scolaires des élèves. L'objectif est de leur inculquer dès l'école le respect de l'environnement et la passion pour l'agriculture. Des équipes du BNGRC ainsi que des responsables de différents ministères ont quitté la capitale ce jour pour se rendre dans le district d'Ikung face à la présence du paludisme dans la région. D'après les explications du directeur général du BNGRC aujourd'hui, seul le BNGRC est habilité à publier les données officielles. Des opérations de nettoyage de la ville seront également menées. Fajesena Mireille, Yves Janel. Des cas de paludisme ont été signalés dans le district d'Ikung et des décès ont été enregistrés. Selon les explications, de nombreuses fausses informations circulent sur les réseaux sociaux concernant le nombre des victimes. Seules les données fiables et vérifiées doivent être communiquées et le BNGRC reste la seule entité autorisée à les publier de manière officielle, explique le général Elak Anjiakads, directeur général du BNGRC. Des actions comme le nettoyage de la ville sont également prévues. Les équipes du BNGRC et d'autres responsables ont déjà quitté la capitale ce jour, apportant avec eux du CVO destiné à aider la population dans la lutte contre la maladie, selon toujours les explications. À noter que depuis le 27 juin, un centre de coordination et d'urgence a été mis en place au sein du BNGRC, fonctionnant 24 heures sur 24. Selon toujours les informations, les autorités nationales, les partenaires techniques et financiers apportent aussi leur appui face à cette situation à Ikung. Et puis, le club Tsing Toastmaster Madagascar a officiellement installé ses nouveaux officiers pour l'année Toastmaster 2025-2026 lors d'une cérémonie organisée hier à Kurunjan. Asna Lalarissan Karazafinjamant, présidente sortante, a passé le relais à Johan Ramefi, élu pour diriger cette structure affiliée à Toastmaster International. Un passage de flambeau placé sous le signe de la vision, de l'engagement et de la progression personnelle. C'est dans une ambiance studieuse et conviviale que la nouvelle équipe de Tsingy Toastmaster a été investie. Outre l'installation de la nouvelle présidente de Tsingy Toastmaster Club, Johan Ramefi, les officiers ont également pris leurs fonctions hier soir pour assurer l'encadrement du club durant cette nouvelle année. Ils ont comme mission d'offrir aux membres un espace de formation où la prise de parole devient un levier de confiance et de leadership. Tsingy Toastmaster Club a été créé en 2022 par le Centre culturel américain. À travers des rencontres 2 fois par mois, les membres s'exercent à parler en public, à développer leur écoute active et à affirmer un leadership inspirant dans un environnement bienveillant et structuré. Tsingy Toastmasters Club est un club d'apprentissage de l'art oratoire, surtout d'apprendre à parler en public et aussi de formation en leadership. À Madagascar, Tsingy Toastmasters est présent depuis 2022 et aujourd'hui donc nous sommes à sa 3e année. Et l'événement a été l'installation des officiers du club. Alors, les officiers donc ont plusieurs rôles, c'est ce qui permettent aux membres d'appliquer justement ce qu'est le leadership et aussi la prise de parole en public. Aujourd'hui également a été un grand jour parce qu'il y a eu les dignitaires de Toastmasters au niveau du district qui étaient présents. Donc on remercie toutes les personnes qui étaient présentes d'avoir assisté à cet événement et qui a rehaussé de leur présence cette prise de fonction pour un nouveau mandat. Le club se distingue par son bilinguisme. Les membres peuvent s'exprimer en français ou en anglais, favorisant ainsi l'inclusion, la diversité et la confiance en soi.
L'objectif pour cette nouvelle année est de faire du Ting Toastmaster un club de référence à Madagascar où chaque voix compte, où chaque progrès est valorisé. Les réunions ont lieu chaque premier et troisième lundi du mois à Nkourndjan. Toastmaster International existe depuis 100 ans et a formé plus de 8 millions de personnes à travers le monde. L'organisation est aujourd'hui présente dans 148 pays, avec plus de 280 000 membres répartis dans 15 800 clubs. Les valeurs fondatrices de Toastmasters sont intégrité, respect, excellence et service. En économie, la crypto-monnaie ou monnaie virtuelle utilisée sur Internet gagne actuellement en popularité à Madagascar. Cependant, il n'existe pas encore de loi réglementant ce domaine chez nous, ce qui fait que les arnaques sont nombreuses, en particulier dans les zones rurales. Ainsi, il est urgent que des experts étrangers interviennent, notamment pour aider les jeunes, mais aussi les entreprises qui souhaitent débuter dans ce secteur d'investissement. Andeniana Martina, Sech Anjanab. La crypto-monnaie ou monnaie virtuelle utilisée via Internet gagne actuellement en popularité dans les pays africains, y compris Madagascar. Elle permet d'envoyer et de recevoir de l'argent dans le monde entier rapidement et facilement. Cependant, de nombreuses arnaques sont constatées, ce qui nécessite de la prudence. L'île Maurice figure parmi les pays avancés et compétents dans le domaine de la gestion de monnaie virtuelle. Cette dernière va désormais collaborer étroitement avec Madagascar. Le rôle de Fait Consulting, c'est le partenariat avec Graphite Financial Group. C'est une société financière mauricienne basée à Maurice et c'est la première fois qu'on lance ce séminaire à Madagascar pour enfin élucider aux dirigeants des entreprises privées surtout le rôle de crypto-monnaie, de placement et aussi la légitimité de Graphite Financial Group. Selon un spécialiste mauricien, il faut bien comprendre les investissements pour ne pas être victime d'arnaques et ne pas perdre d'argent, car la gestion de la monnaie virtuelle demande des compétences. C'est pour cela que nous sommes ici pour partager notre expérience, a souligné ce spécialiste. Cette opportunité est ouverte à tous, aux particuliers comme aux entreprises, toujours selon cet expert mauricien. Mais il faut savoir placer judicieusement pour ne pas tomber dans les arnaques ou pour ne pas perdre son capital aussi. Donc il faut savoir investir. Donc c'est pour ça qu'on est là, pour expliquer un peu comment ça se passe sur les marchés. L'investissement est ouvert pour tout le monde, le particulier, l'entreprise, les sociétés parétatiques. Donc c'est ouvert à tout le monde. En plus de cette collaboration technique, la création d'un centre dédié à l'accueil des personnes intéressées par ce secteur est déjà envisagée à Madagascar. Fili Sissoko devient le directeur de division pour 5 pays dans le Mozambique, Madagascar, Maurice, les Comores et les Seychelles. Il succède à Ida Psoarairidiou, qui a occupé ce poste durant 4 ans et demi. Avant sa nomination, il était directeur pays pour le Togo, basé à Lomé. Désormais basé à Maputo, Sissoko aura sous sa supervision un portefeuille de 63 projets en cours, totalisant un engagement de 8,5 milliards de dollars. Des projets qui touchent des secteurs clés comme l'éducation, la santé, l'énergie, la protection sociale, l'agriculture, les infrastructures ou encore la gouvernance et le secteur privé. Et dans les actualités internationales, malgré des appels renouvelés à un cessez-le-feu à Gaza, les secouristes locaux ont fait état de près de 70 morts dans plusieurs opérations de l'armée israélienne à travers le territoire palestinien dévasté par plus de 20 mois de guerre. France 24. Les colonnes de fumée sont visibles depuis la frontière israélienne. L'État hébreu poursuit ses attaques dans la bande de Gaza et semble même les intensifier.
frappe à Jabalia, mais aussi dans la ville de Gaza, sur cette école de l'UNRWA. Regardez-nous, nous ne sommes pas que des chiffres et des images. Nous sommes des êtres humains. Notre Seigneur nous a créés pour vivre comme vous, comme les autres. C'est notre droit de vivre avec dignité, pas comme ça, dans l'humiliation. Également visé, le sud de l'enclave, cette fois lors d'une distribution alimentaire à Khan Younes. Les blessés affluent à l'hôpital Nasser. Les Israéliens ont visé délibérément et ont directement tiré sur les gens. Ce n'était pas aléatoire. Ils nous visaient directement et le nombre de morts est très élevé. Nous demandons la fin du système de distribution de l'aide américaine. Nous demandons que l'aide soit distribuée par le biais du Programme alimentaire mondial ou de l'UNRWA. Depuis le début des activités de la controversée Fondation humanitaire de Gaza, soutenue par les États-Unis et Israël, les témoignages de ce type se multiplient. Depuis le 17 juin, au moins 580 Palestiniens ont été tués, soit en essayant d'atteindre les points de distribution de la Fondation humanitaire de Gaza, soit en attendant d'autres convois d'aide, selon le ministère de la Santé de Gaza. Dans une enquête parue le 27 juin, le journal israélien Haaretz a recueilli les témoignages de plusieurs soldats qui, sous couvert d'anonymat, rapportent des ordres de faire feu sur des civils. Des accusations rejetées par le gouvernement de Benyamin Netanyahou, qui affirme enquêter sur ces crimes de guerre présumés. Dénonçant les attaques contre le multilatéralisme, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à relancer le moteur de développement face au chaos climatique et aux conflits internationaux lors d'une conférence sur le financement du développement. France 24. Sous une chaleur caniculaire à Séville, ces militants de Greenpeace entendent bien faire en sorte que le climat soit un sujet prioritaire lors de ce sommet. Et de climat, il en est question. Selon Antonio Guterres, pour lutter contre le chaos climatique mais aussi les inégalités, il faut à tout prix relancer l'aide au développement mise à mal par les États-Unis. L'administration Trump a supprimé 83% des financements de programmes à l'étranger de son agence de développement. J'ai un message clair à adresser aux puissants. Il est préférable pour eux d'entreprendre la réforme du système maintenant plutôt que d'attendre et de subir les résistances plus tard lorsque les relations de pouvoir auront changé. Avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, les États-Unis étaient les principaux donateurs pour de nombreuses agences et ONG. Parmi les chefs d'État présents à Séville, beaucoup fustigent aussi les Américains pour les droits de douane mis en place par Washington ces derniers mois. C'est le cas d'Emmanuel Macron, qui juge que ces mesures entravent la lutte contre la pauvreté. Le constat de la présidente de l'Organisation mondiale du commerce est lui sans appel. Au lieu d'une croissance de 2,7%, presque 3% en 2025, nous estimons actuellement que les volumes du commerce mondial de marchandises seront pratiquement stables, avec une croissance de seulement 0,1%. L'introduction ou la réintroduction de nouvelles barrières tarifaires le 9 juillet aggraverait la contraction. Ce sommet a pour but de promouvoir le multilatéralisme et de proposer des solutions pour les pays en développement. Néanmoins, le texte de 38 pages soumis par l'ONU aux délégations ne sera pas contraignant sur le plan juridique. De quoi faire douter de nombreuses ONG de son efficacité. Et pour terminer, la France suffoque et fait l'odorant face à une chaleur extrême et qui dure, avec pour la première fois depuis 5 ans, la vigilance rouge pour canicule activée en Île-de-France et toujours un soleil brûlant. France 24. À Paris, hier soir, le thermomètre affichait 33 degrés. Une chaleur suffocante que tentent de fuir ses habitants, réunis autour du canal Saint-Martin. Se rafraîchir par tous les moyens et profiter du pont pour s'élancer dans l'eau, même si cela n'est pas autorisé. Depuis le début d'après-midi, le canal est pris d'assaut par les baigneurs. Ah, très bonne. Il fait très chaud et c'est Paris, on n'a pas la plage. On en profite pour se baigner où on peut. Un épisode caniculaire particulièrement éprouvant pour le sommeil. À Tourrières, chacun se préparait pour une nouvelle nuit difficile. C'est déjà dur de dormir jusque-là, alors on voit que ça monte crescendo, donc oui, forcément, j'appréhende. La nuit est difficile quand même, on essaye. Il faut aérer, faire des courants d'air, c'est la seule façon de s'en sortir. Une vague de chaleur qui devrait encore s'accentuer aujourd'hui.
L'Indre-et-Loire et 15 autres départements sont placés en vigilance rouge à partir de midi. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de notre programme. Au revoir et bonne soirée sur Vida.